Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, on va parler du problème de l'archivage des photos numériques. Je vais balayer un petit peu les différentes solutions qui s'offrent à vous, vous dire comment je procède pour les miennes, et puis voilà, vous donner quelques pistes de réflexion pour vos photos. Avant cela, je voudrais vous communiquer une info assez importante. Je vais relancer d'ici à la fin de l'année les sessions de formation en ligne. Alors rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, eh bien, je vous communique un jour et une heure, vous avez un lien, vous cliquez sur le lien le moment venu, et puis vous pouvez vous connecter à un espace en ligne dans lequel vous allez m'entendre et puis parfois aussi me voir parler. Et je traite d'un sujet particulier lors de chaque session. Alors c'est gratuit, hein, ça se passe sur Internet bien sûr, donc vous pouvez rester chez vous sur l'ordinateur, la tablette, ce que vous voulez. L'avantage par rapport à l'émission photo, c'est qu'on va rentrer plus dans le détail des choses, donc il y a un sujet que je vais traiter plus en longueur. Alors, par exemple, en début d'année, on a traité la gestion des photos, le traitement des photos, comment faire des photos nettes et la gestion de l'autofocus. Donc il me reste des sujets encore que je voudrais vous proposer. Ça dure entre 1 heure et 2 heures, ça dépend un petit peu du... Généralement, il y a 1 heure de présentation, et puis après, ça dépend un peu du nombre de questions auxquelles j'ai à répondre. Il y a beaucoup de monde aussi qui se connecte. Le système que j'utilise permet d'avoir 1000 personnes simultanément, mais pas plus. Donc surtout quand vous voyez arriver l'invitation, inscrivez-vous vite parce que ben voilà, les premiers arrivés sont les premiers servis. Et puis le moment venu, connectez-vous aussi un petit peu avant. Ça vous permet de ne pas être le 1001e qui ne peut plus se connecter à la session. Alors pour ça, le meilleur moyen d'être informé, c'est de rejoindre ma liste de contacts. C'est la seule façon que vous avez d'avoir l'info. Je ne peux pas la publier parce que sinon il y aurait trop de monde et alors après ça fait exploser le système. J'ai plus de déçus que de gens contents, donc c'est un petit peu dommage. Puis je préfère aussi privilégier les gens qui me suivent comme ça régulièrement. J'en arrive au sujet du jour qui est donc l'archivage des photos. Alors j'ai essayé de rebalayer un petit peu pour l'émission tout ce qui fait l'archivage et je vais traiter les différents points. Je voulais déjà commencer par un premier sujet qui est qu'est-ce que ça veut dire finalement que archiver des photos numériques. Alors une photo numérique, c'est un fichier informatique, au sens informatique, que vous mettez sur un espace de stockage et que vous devez être capable à un moment ou à un autre de réouvrir pour voir le contenu. Donc pour moi, le premier critère qui définit l'archivage des photos, c'est le fait de pouvoir afficher à tout instant une photo parmi le nombre de photos que j'ai stockées. Alors, afficher à tout instant, ça veut dire, quelle que soit l'époque à laquelle je veux afficher la photo, donc quel que soit l'âge de la photo, quelle est une semaine comme 10 ans. J'ai commencé la photo numérique il y a 12 ans à peu près. Je veux pouvoir aujourd'hui à tout instant voir une photo que j'ai faite il y a 12 ans parce que je peux en avoir besoin, envie, et puis parce que c'est mon droit. Donc ça, c'est valable aussi bien dans le passé que dans le futur, parce que ce que vous archivez aujourd'hui, eh bien, vous aurez très certainement envie de pouvoir le revoir dans les années qui viennent, ou vous, vos enfants, vos proches. Ensuite, deuxième critère, c'est d'être capable d'afficher ces mêmes photos, quel que soit l'ordinateur ou le système informatique que vous allez utiliser. Aujourd'hui, vous pouvez me dire, bah, moi c'est bon, tout est géré, je vois ça sur mon ordi. Seulement, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, vous n'aurez pas le même ordinateur. Vous n'aurez pas le même système d'exploitation. Vous n'aurez peut-être pas, vous serez peut-être passé de Windows à Mac ou l'inverse. Vous aurez fait une montée de version. Vous aurez peut-être vous êtes passé ou vous allez passer d'un système gros ordi de bureau à un ordi portable et puis peut-être à une tablette. On ne sait pas trop ce que tout ça va devenir dans les années à venir. Donc c'est important d'être indépendant du matériel que vous utilisez pour voir vos photos. Notez ça parce que c'est vraiment des sujets qui sont hyper structurants. Le troisième critère pour pouvoir afficher une photo à tout instant, c'est le support sur lequel elle est stockée. Alors, le support, on pense tout de suite disque dur, mais il n'y a pas que les disques durs. Je vais passer après en revue les supports que j'utilise moi. Il faut être capable d'accéder à ce média, à ce support, à tout instant également. Si vous prenez, je sais pas, la bande magnétique par exemple, qui a été un support informatique il y a pas mal d'années, bah, aujourd'hui, trouver un lecteur de bande, bon, c'est pas hyper facile. Si vous avez mis des photos sur des disquettes, par exemple, les gros floppy disques 5 pouces ou bien les petites disquettes 3 pouces et demi qui étaient rigides, bah, je vous mets un peu au défi de trouver des lecteurs de disquettes sur les ordinateurs aujourd'hui. Donc vous allez être embarrassé. Donc pensez toujours à ça, le support a son importance également. Et puis, critère qui chapeaute un peu tout ça, c'est que pour afficher une photo à un instant donné, il faut pouvoir la retrouver. C'est bête à dire, mais si vous ne pouvez pas la retrouver, vous n'allez pas pouvoir l'afficher, même si elle est archivée correctement.
Alors, ce que je fais personnellement pour pouvoir retrouver toutes mes photos, je dois en avoir un peu plus de 40 000 aujourd'hui qui sont stockées dans ma photothèque, eh bien, c'est que j'ai adopté une méthode de tri et de classement des photos. Je vous en parlais dans les vidéos sur le tri et le catalogage des photos. Et donc chaque photo, elle est dans un dossier, mais plus que le dossier, c'est très compliqué à gérer les dossiers, parce que parfois on ne sait pas dans quel dossier mettre une photo, on aurait envie de la mettre dans plusieurs, donc ça ne marche pas très bien. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise, alors bien sûr, toutes les données EXIF qui sont ajoutées au fichier par le boîtier, j'enrichis avec d'autres données, type données IPTC, qui sont mes données à moi, qui peuvent permettre de décrire un petit peu plus les photos. Et puis surtout, je leur associe des mots-clés, alors soit manuellement, soit automatiquement. Donc le logiciel que j'utilise pour faire ça, il est capable de faire de la reconnaissance de visage, par exemple. Donc je peux dire, tiens, ça c'est un tel, un tel, un tel parmi ma famille ou mes proches. Donc je vais associer un certain nombre de mots-clés à ces photos-là, ce qui va me permettre de les retrouver. Le seul danger à faire ça, c'est que j'ai bien conscience qu'il faut que ce logiciel soit toujours utilisable dans 10 ans, si c'est dans 10 ans. Donc je m'assure également de toujours faire les montées de version, d'avoir choisi un logiciel qui est le plus standard possible, celui qui est le plus utilisé par les photographes, parce que c'est celui qui, statistiquement parlant, a le plus de chances de subsister. Et puis, je me suis assuré aussi, avant de faire ce choix, que le format dans lequel ce logiciel stockait toutes ces données était ouvert, c'est-à-dire que je pouvais y accéder par d'autres outils. Alors vous allez me poser la question probablement dans les commentaires, et puis vous allez me dire oui, tu parles toujours du même. Alors c'est vrai que j'ai choisi Lightroom parce qu'il respecte tous ces standards-là, et que je peux accéder à mon catalogue Lightroom par des outils qui ne sont pas le logiciel Lightroom. C'est une base de données si vous avez quelques connaissances dans la matière. Donc on peut tout à fait faire une requête SQL sur la base Lightroom et puis aller chercher dans les tables et tout ça. Je fais cette petite parenthèse là, mais on peut accéder aux données, donc les réutiliser par ailleurs. Il y a les données XMP qui sont des données standards, et puis je stocke bien sûr dans un format le plus standard possible et non pas dans un format qui serait propriétaire à Adobe. Donc voilà pour les contraintes d'affichage recherche de photos. Le deuxième point, c'est la solution d'archivage. Alors archivage, c'est le support en fait. Donc le support, j'ai identifié 4 types de supports principaux. Alors vous allez me dire, il y en a peut-être 5, 6 ou 7, c'est possible, mais les 4 les plus connus. Le plus connu, c'est le disque dur. Alors ça, on en a tous, parce qu'on a tous un disque dur dans un ordinateur, voire plusieurs. Il y a différentes technologies. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail ici, ce serait trop long, mais il y a les disques plus traditionnels, il y a les disques SSD aujourd'hui, enfin voilà, il y a tout ça. Peu importe. L'avantage du disque dur, c'est que c'est pas très cher. Aujourd'hui, on a 2 Teraoctets de disque dur pour, je crois qu'on doit être à peu près une centaine d'euros pour 2 Teraoctets. Bon, globalement, 2 Teraoctets, vous devez avoir toute votre vie en photo et en vidéo qui tient dessus, ça pose pas de problème. Par contre, le problème du disque dur, c'est la fiabilité dans le temps. Un disque dur, ça a une durée de vie, donc sachez qu'il va falloir renouveler vos disques durs régulièrement avant qu'ils ne tombent en panne, parce que souvent on le fait une fois qu'ils sont tombés en panne, mais c'est trop tard, parce qu'on ne peut plus accéder aux données. Et puis, il faut aussi faire attention à l'encombrement, c'est-à-dire que moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir un disque qui est plein, je rachète un disque plus gros, alors il n'est pas en panne, il est juste plein, donc je rachète un disque plus gros, qu'est-ce que je fais des données existantes? Est-ce que je bascule tout sur le plus gros? Est-ce que je garde l'ancien disque en me disant je vais gérer les deux? Donc voilà, il y a une petite problématique de gestion à faire avec ça, mais là aussi mon logiciel me permet de gérer les disques déconnectés que je peux mettre au fond d'un placard, et puis je les ressors quand j'en ai besoin, ça ne m'empêche pas de rechercher les photos, j'ai toutes les vignettes, j'ai tout ça sur le logiciel. Deuxième support de stockage que j'utilise et qui est assez commun aujourd'hui, c'est le NAS. Alors NAS, ça veut dire Network Attached Storage. Donc en bon français, système de stockage relié au réseau. Donc ça, en fait, c'est une baie. Alors une baie, c'est un boîtier dans lequel vous mettez un ou plusieurs disques durs, mais normalement plusieurs, et donc qui aujourd'hui est un peu plus cher que le simple disque dur, mais qui devient tout à fait abordable. On trouve des petits NAS à partir de 200-300 euros, et qui est plus fiable que le simple disque dur. Alors très vite, c'est plus fiable parce que déjà la technologie qui est dedans, qui vient de l'entreprise en fait, ça vient des usages industriels, donc en entreprise on a des systèmes qui sont fiables, on ne peut pas se permettre de perdre des données comme ça parce qu'un disque a claqué. Donc les NAS sont des systèmes qui sont plus fiables. Ensuite, vous allez avoir une configuration multidisque, alors à minima 2 disques, alors moi j'utilise une configuration à 4 disques, ce qui me permet de faire du RAID dessus. Alors RAID,
Là aussi, je ne peux pas rentrer dans le détail parce que ça prendrait trop de temps et puis c'est un petit peu informatique. Mais sachez et retenez simplement que c'est un système de gestion des données sur les disques durs qui permet de reconstruire le contenu d'un disque si jamais vous le perdez. Donc, par exemple, dans ma baie, j'ai 4 disques qui contiennent l'ensemble de mes données. Alors, j'ai des photos, mais je ne sais pas que ça. Si un disque grille, comme ça, là, du jour au lendemain, il me suffit de racheter un disque équivalent. Je sors à chaud le disque qui est grillé. À chaud, ça veut dire sans éteindre la baie. Hein. Je la sors, j'arrache comme ça violemment. Je replug le nouveau disque à l'intérieur et c'est fini. Le système RAID va reconstruire les données manquantes du disque qui était foutu et va les réécrire sur le disque que je viens de racheter et de remettre dedans. Alors, ne me demandez pas par quelle magie, c'est la technologie RAID. Il y a plusieurs configurations, enfin il y a peut-être des experts de RAID qui vont intervenir pour décrire tout ça, mais voilà, il y a des configurations qui vont privilégier plus l'espace disponible, d'autres plus la rapidité et la sécurité des données, donc intéressez-vous à ça. RAID, alors c'est R-A-I-D. J'ai oublié ce que ça veut dire les abréviations, mais cherchez RAID sur Google et puis vous allez trouver ça. Donc ça c'est sympa. Autre avantage du NAS, c'est qu'il n'est pas nécessairement relié à un ordinateur. Le mien par exemple, il est connecté à ma box internet chez moi, et il n'y a pas d'ordi dessus. Donc je peux y accéder depuis n'importe quel ordinateur de la maison ou du bureau, depuis une tablette, un smartphone. Je peux y accéder quand je suis à l'autre bout du monde, par le biais du web. À partir du moment où j'ai de la 3G ou du Wi-Fi, je peux accéder au contenu de mon NAS qui est stocké chez moi. Alors bien sûr, hein, je vois les questions arriver, ah mais la sécurité, le piratage, donc il y a des façons de sécuriser tout ça. Et ben voilà, c'est plutôt une bonne solution et ça permet de stocker des gros volumes. Alors, je crois que pour mes besoins qui sont à la fois personnels et professionnels, je dois avoir 16 Tera, je crois, dans mon NAS, qui est loin d'être plein. Mais voilà, comme ça je réfléchis pas, je fais tous mes backups dessus et puis je suis tranquille. Il y a plein d'utilitaires, mais enfin, tout ça, là aussi je ne peux pas trop rentrer dans le détail, mais tout ça est bien sûr automatisé. Autre support de stockage, c'est le CD et le DVD. Alors, stockage, support en fin de vie, très clairement, le CD c'est un peu terminé, en musique on n'en parle pas, mais pour l'archivage aussi, parce que la capacité, elle est, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de stocker sur un CD, ça tient je ne sais plus combien, un CD 700 mégas je crois, ou 600 et quelques, donc autant dire que le contenu d'une carte mémoire, ça tient même pas dessus. Le DVD qui fait 4 Go et quelques, ou 8 Go je crois, selon les formats, c'est un support qui n'a jamais été vraiment stabilisé, pérennisé. Il y a eu plusieurs normes dans le DVD. Il y a le DVD, alors je ne suis pas un expert du DVD, mais il y a le DVD normal, il y a le Blu-ray, il y a plein de choses. Il y a plein de lecteurs différents, il y a plein de normes différentes. Donc vous ne savez jamais quel DVD va pouvoir être lu sur quel lecteur, enfin, presque jamais. Et puis surtout, le DVD, il est en fin de vie aussi. Vous le voyez même pour les films, par exemple. Aujourd'hui, on est plus dans du format numérique en téléchargement ou en streaming que à acheter des DVD. On le fait encore un petit peu, mais enfin, c'est plutôt la fin du cycle que le début. Donc le DVD, commencez à l'oublier si vous l'utilisez. Autre inconvénient du DVD et puis du CD avant, c'est le fait que ces supports ne sont pas fiables, ne sont pas stables dans le temps non plus. Alors, sauf à acheter des CD-DVD qui avaient, alors c'était or ou gold quelque chose, avec une pellicule de surface qui évite l'oxydation. Donc ça rallonge un peu la durée de vie, mais si vous avez des CD ou des DVD normaux que vous gravez avec un graveur dans votre ordi, sachez que la durée de vie, elle est nulle, quoi. C'est un CD, à l'époque, tous les tests, c'est mon ancien métier en fait, l'archivage, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler, mais l'archivage sur CD, il y a une dizaine d'années, on considérait qu'au bout de 3 ans, on pouvait jeter le CD parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir le relire. 3 ans, ça va quand même très vite. Donc le DVD, bon, globalement, c'est la même chose. Puis surtout, le problème de taille, c'est que 4 Go par 4 Go, il faut une armoire de DVD pour tout stocker, on ne sait plus dans lequel on a mis quoi, enfin bon, c'est assez compliqué. De plus, si vous voulez accéder à vos photos avec une tablette, par exemple, les lecteurs de DVD sur les tablettes, on ne peut pas dire que ce soit terrible. Donc voilà, il y a quand même pas mal de contraintes. Quatrième support de stockage, et une fois de plus, j'ai limité aux principaux aujourd'hui, donc c'est le cloud. Alors le cloud, on passe dans une autre dimension, cloud ou le nuage en bon français. Donc là, il s'agit de stocker chez un prestataire externe, donc quelqu'un qui n'est pas vous ou votre équipement chez vous. Il s'agit d'envoyer vos fichiers et de dire à cette entreprise-là, voilà mes fichiers, débrouille-toi avec, je t'ai loué un espace de stockage, je balance ça dessus, c'est toi qui gères. Donc vous déléguez la responsabilité de la gestion, de la sauvegarde, de l'archivage de vos fichiers à une entreprise tiers. Avantage,
vous avez juste à vous inscrire, à balancer vos fichiers, et puis c'est eux qui se débrouillent du reste, donc vous n'avez rien à faire, c'est hyper pratique. Inconvénient, il y en a deux en fait, les inconvénients majeurs. Alors le premier, c'est que vous déléguez à quelqu'un la responsabilité de vos fichiers, donc si jamais cette boîte-là ferme le service, arrête ou change les conditions ou je ne sais quoi pour une raison quelconque, on l'a vu dans le passé, c'est arrivé, eh bien vous pouvez tout perdre du jour au lendemain, donc soyez quand même hyper vigilant avec le service cloud que vous allez utiliser. D'autre part, quand vous envoyez des fichiers comme ça sur un cloud, il y a une problématique technique qui est la vitesse de téléchargement. Alors on parle de taux de transfert en upload. Upload, c'est quand on télécharge vers un service externe. Download, c'est quand vous téléchargez vers chez vous. Le download, ça pose pas trop de problèmes avec les box et la DSL, au moins en France, hein, je ne sais pas pour les autres pays, si vous me suivez au Canada, je ne sais pas comment ça marche, mais en France, on a généralement on a entre 6, 7 et 20, 24 mégabits en download, donc c'est largement suffisant. En upload, on dépasse rarement en France 1 mégabit en ADSL. Si vous avez la fibre, chanceux que vous êtes, je ne l'ai pas, dans ce cas, c'est beaucoup plus rapide, donc tant mieux pour vous, sinon c'est vraiment très lent. Quand je dis très lent, c'est que pour stocker 3 à 4 gigas sur un cloud avec une ligne ADSL traditionnelle, donc entre, on va dire, 1 méga en upload, vous en avez pour plusieurs heures. Moi, j'ai fait la simulation, si je voulais stocker toutes mes photos sur un cloud externe avec la ligne que j'ai à domicile, qui est pas, une fois de plus, j'ai pas la fibre, il me faudrait, je crois, plusieurs semaines de téléchargement en continu, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour arriver à stocker à peu près ce que j'ai à stocker. Donc autant vous dire que c'est quand même pas simple. Ça, c'est un vrai souci. Par contre, gros avantage, c'est que vous n'avez plus rien à gérer derrière. Alors, il suffit alors soit de payer, parce que si vous voulez beaucoup d'espace, c'est payant, mais aujourd'hui c'est vraiment très peu cher. Je vous mettrai des liens également dans les descriptions, mais vous pouvez avoir 10 teraoctets de stockage dans le cloud aujourd'hui pour, je crois que de mémoire, c'est une cinquantaine d'euros par an, donc c'est même pas le prix d'un disque dur. Et franchement, c'est presque dérisoire comme tarif. C'est hébergé en France, alors c'est Ubique qui fait ça, mais il y en a d'autres. Et c'est hyper fiable, voilà. Donc, le disque dur, je reprends, le NAS, le CD DVD et le cloud. Alors, troisième point à considérer quand vous archivez vos photos, c'est le format dans lequel vous allez archiver vos fichiers. Le format, ça peut être du RAW natif, ça peut être du JPEG, ça peut être du TIFF, peu importe, mais assurez-vous que le format que vous stockez va à toutes les chances d'être lisible dans le futur. De même que ce que vous avez sauvegardé à une époque, est-ce que c'est toujours lisible aujourd'hui? Si vous avez un format de stockage un peu farfelu, faites attention. Alors, farfelu, normalement, il n'y en a pas trop. Mais je sais que certains utilisent des logiciels qui peuvent, par exemple, convertir les fichiers. Est-ce que le format que vous obtenez vous permet de récupérer la photo dans quelques années sans problème si vous n'avez plus ce logiciel-là? Il y a une vraie question à se poser. Normalement, c'est plutôt oui la réponse, mais posez-vous quand même la question. Alors, vous allez peut-être me dire, quid du format DNG? Alors, DNG, c'est le format RAW que Adobe veut imposer de la même façon qu'ils ont imposé le PDF pour le document. Alors, le DNG, personnellement, je ne suis pas fan. J'aime bien l'idée d'un format qui serait universel et puis qui, comme PDF, qui est hyper pratique, pourrait nous permettre de gérer les photos. Maintenant, moi, je continue à stocker du RAW et du NEF chez Nikon, mais peu importe, c'est du RAW, pour la bonne raison suivante, c'est que déjà ça m'évite de faire des conversions, donc je gagne un temps fou, que la taille du fichier ne varie pas, alors que si je convertis mes NEF RAW en DNG, j'ai une taille de fichier qui augmente, donc plus d'espace, que je garde toutes les caractéristiques de mon fichier. Dans DNG, en fait, pour faire vite, c'est un encapsulage du fichier RAW dans un fichier un peu plus gros qui contient le RAW, qui contient une vignette JPEG, qui contient un header, donc un en-tête de fichier avec des données à l'intérieur, on ne sait pas trop ce qu'ils y mettent. Enfin voilà, donc le format il est ouvert, mais il est édité par une entreprise qui elle est fermée. Donc vous voyez que c'est quand même pas terrible. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut juste avoir conscience de ce que c'est pour l'archiver. Alors d'autant plus que DNG ne s'est pas imposé autant que PDF a pu le faire. PDF, tout le monde aujourd'hui, si je vous dis PDF, vous savez ce que c'est. DNG, c'est pas aussi simple. Tout le monde n'a pas adopté le DNG. Adobe n'a pas eu le succès qu'il pensait avec ce format-là comparativement au PDF. C'est assez répandu en même temps DNG, mais c'est pas le succès que l'on connaît du PDF.
Donc attention, parce que dans l'avenir, une fois de plus, on ne sait pas trop ce que ça va faire. Maintenant, pour terminer, eh bien, il existe un support de stockage de toutes vos photos qui est universel, qui est le plus agréable possible pour retrouver vos photos, les consulter, les afficher, et surtout qui est lisible et visible par tout le monde, c'est tout bêtement le tirage papier. Alors, vous allez peut-être rigoler en disant, bah, c'est quand il veut, mais oui, sauf qu'un tirage papier, eh bien, c'est encore la seule façon que vous avez de montrer vos photos à l'improviste comme ça à quelqu'un en disant, tiens, regarde, je sors l'album, plouf, je tourne les pages, tu vois les photos. Si vous avez même 10 albums photos chez vous, bah, vous avez vite fait de savoir lequel il faut sortir. Ça vous évite d'allumer l'ordi, de chercher le disque, de reconnecter le logiciel, machin, le truc qui est dans l'étagère, il faut que je le rebranche, bon ça marche, ça plante, je redémarre, on connaît tous la musique. Si vous êtes quelque part, vous partez avec votre album et puis vous l'avez. Aujourd'hui, on est passé de l'album photo au livre de photos, donc qui est un format un petit peu plus luxe en fait, hein, c'est relié, voilà, c'est imprimé, il y a des belles impressions aujourd'hui. Je n'ai pas de fournisseur particulier à recommander, il y a du bon, il y a du moins bon, mais enfin, cherchez un petit peu, puis vous allez voir tout ce qui existe. C'est un format qui est pratiquement éternel si vous le protégez correctement. Alors quand je dis pratiquement, c'est parce que si vous le foutez dans l'eau ou que ça brûle, ben forcément tout va disparaître. Mais on retrouve encore quand même aujourd'hui des photos qui ont un siècle. Bon, ça prouve que c'est relativement stable. Je ne suis pas persuadé que dans un siècle, nos fichiers RAW d'aujourd'hui, on sache les lire honnêtement. Alors ça sera plutôt notre problème, mais bon, c'est quand même un peu embêtant. Ça coûte pas très cher le tirage, sincèrement, on trouve aujourd'hui du tirage 10-15 à moins de 10 centimes le tirage, donc c'est vraiment pas cher du tout si vous en faites 200-300 d'un coup. C'est ce que je fais des lots en fait par 200, par 300 régulièrement, ça fait baisser le tarif, et puis le port coûte moins cher en proportion de la taille du paquet, et puis voilà, il y a plein de labos qui font ça, c'est pas toujours d'une qualité extrême, mais au moins vous avez tous vos tirages, vous avez toutes vos photos qui sont conservées. Alors, je crois que je voudrais juste conclure par un petit peu le mot de la fin, c'est que il n'existe pas une solution de stockage et d'archivage long terme miracle. Tout ce que je vous ai décrit là, c'est à prendre en considération, mais il n'y a pas une solution qui va vous permettre de vous dire « je suis tranquille, j'ai choisi la bonne ». Ça n'existe pas. La seule règle en archivage informatique, mais ici en archivage de photos, c'est de multiplier les supports. C'est-à-dire que la seule chance que vous avez de conserver vos photos le plus longtemps possible, c'est de les avoir au moins à 2 endroits différents, sur 2 supports différents, et dans des formats qui peuvent être lus par au moins 2 applications différentes. Comme ça, vous prenez un minimum de risque. C'est jamais risque zéro. Même en entreprise, on sait jamais, on sait tous que l'on n'a jamais sauvegardé les documents d'entreprise à 0% de risque ou 100% de chance de les avoir. C'est toujours 99,9999, et puis plus on met de 9 après la virgule, plus c'est cher généralement. Mais, donc ce que je vous recommande, c'est ce que je fais personnellement, c'est que j'ai donc mes fichiers qui sont sauvegardés sur un NAS parce que ça me permet d'y accéder facilement, j'ai des gros volumes, je peux... voilà, c'est ce que j'appelle du stockage, en anglais on dit nearline, c'est-à-dire c'est pas connecté à l'ordinateur en accès immédiat comme un disque dur interne, mais comme c'est pas très loin, je les retrouve très vite, en quelques secondes, je retrouve tous mes fichiers. Et puis, le volume, c'est pas trop un souci parce que ça coûte pas cher. Par contre, l'inconvénient du NAS, c'est que vous êtes cambriolé ou votre maison brûle, vous n'avez plus rien. Si la maison brûle, vous aurez l'autre souci. Mais c'est quand même un peu embêtant de se dire, je peux aussi tout perdre d'un coup, un vol, malheureusement ça arrive. Donc complétez ça par une autre solution. La solution idéale pour compléter un NAS, c'est le cloud, parce que là, c'est pas chez vous. Donc si c'est pas chez vous, si vous êtes cambriolé, c'est pas très grave, parce que l'entreprise qui détient vos fichiers, elle a peu de chance d'être cambriolée le même jour et sur vos fichiers à vous. Et puis ça coûte pas très cher non plus. Alors il y a juste les problèmes de téléchargement qu'il faut qu'on règle. Donc ça, dès que la fibre va s'imposer un petit peu partout, ça va nous aider. Donc je termine cet épisode qui était un petit peu long, mais je crois que ça valait le coup de balayer toutes ces solutions-là en vous disant, donc bien sûr, vous pouvez me laisser toutes les questions, les observations que vous voulez dans les commentaires. Alors pour YouTube, vous dépliez la petite flèche sur le côté, vous avez la description, et puis vous pouvez laisser un commentaire en dessous, il suffit d'être connecté avec donc votre compte YouTube ou Google Gmail. Sur Facebook, c'est les commentaires de la page de façon traditionnelle.
Pensez à vous inscrire à ma liste de contacts perso, parce que comme je vous le disais au début, je vais vous envoyer, dans les semaines qui viennent, je vais vous envoyer les invitations pour les nouvelles sessions de formation en ligne, en soirée, en semaine et gratuites. Donc ça, c'est le seul moyen de les avoir. Et puis, bien sûr, l'abonnement à la chaîne, l'abonnement à la page Facebook. Voilà, je ne vous refais pas le détail de l'histoire, tout est là. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. À demain pour un nouvel épisode de l'émission photo.